Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre rétro hebdo de la semaine où nous parlons de l'actualité qui a dominé, qui a été diffusée ici sur votre chaîne préférée, Kanakin Télévision. Mais pour ce soir, j'ai comme invité Maître Michel Okongolomela. Il est président du parti politique Unité des Valeurs, un grand parti politique ici en République démocratique du Congo, un grand acteur politique qui a participé à plusieurs tables rondes ici en RDC. Avec Maître Michel au Congo, nous allons devoir commenter l'actualité. Maître Michel, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Mario. C'est pas facile de vous avoir, hein? Non, je suis accessible, sauf que je me suis dit, eh bien, il faut y aller doucement, parce qu'il y a une nouvelle classe des communicateurs, mais aussi d'analystes qui est sur le terrain. On a pris des reculs pour réfléchir et venir de temps en temps mettre à la place publique les fruits de nos réflexions. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Merci beaucoup. Tout le plaisir est à moi. Merci. La semaine a été marquée par ce problème de prix où les populations réclament ce qui est baisse du prix du transport, surtout qu'au niveau de la pompe, le prix a baissé. Je voulais suivre ce reportage. Véritable difficulté pour les personnes qui empruntent le transport en commun. La toute première, c'est l'augmentation du coût du transport en commun qui n'a pas changé. Au contraire, sur certains axes, les prix ont encore doublé. Et dire qu'à la pompe, le prix du carburant a baissé. Les populations demandent aux autorités de s'impliquer pour faire baisser les prix au niveau du transport en commun. Malheureusement, on a constaté que la négativité, on a annoncé, mais au moins on n'a pas pris de mesures d'accompagnement. Parce que jusqu'à présent, tel fixe son prix. Les prix sont fixés volontairement selon tel ou tel chauffeur. Okay? Donc nos amis motocyclistes n'en parlons même pas. Chez eux, c'est pire. Bon, chez les taximens, chacun fixe son prix selon son vouloir. C'est comme ça. Donc quand on prend par exemple des décisions comme ça, il faudra aussi des mesures d'accompagnement. Mais sans mesures d'accompagnement, chacun fera, ça reste comme un discours. Bon voilà, il y a ça et tout ça, mais par après sur le terrain, il n'y a pas un bon résultat. Il n'y a pas un suivi. Pas de suivi de la part du gouvernement. Et le peuple est en train de souffrir. Nous souffrons, surtout les enseignants qui souffrent avec les transports. Avec les transports de 60 000 qu'on nous paye. Ça ne suffit jamais. Quand vous prenez 60 000 avec les transports d'aujourd'hui, l'enseignant ne se retrouve à rien. Bon, le prix des camions, vous pensez à baisser. On a enlevé les 1000 francs, mais les chauffeurs ne voulaient pas abaisser les transports. Il est temps de repenser à ce dossier rapidement, car le quotidien des populations devient très infernal. Le bicéphalisme au niveau du secrétaire général de l'UDPS, où actuellement nous avons 2 secrétaires généraux au niveau de ce parti politique, après la sortie médiatique de M. Augustin Kabouya, 24 heures à point, M. Théo est passé pour pratiquement balayer les allégations de M. Kabouya, surtout sur ce qui est de la Constitution. Pour M. Théo, il faut encore attendre, l'heure n'est pas encore au débat de la Constitution et le parti politique UDPS va se prononcer. Je voulais suivre ce propos. On en est le Bouddha. De faux de qualité. Oui, mais quand vous avez qui a décidé au nom des deux baisses, c'est révolu cette affaire-là. Naï le pèse de Sengeli, tout s'est concerté. Concertation le président c'est parti. Tozana CDP. Tozana commission de permanence. Référendum. Mais référendum, élection. Et ça maintient le pays à cette commission électorale permanente. Donc avant de décider quoi que ce soit, et c'est ne trouvant là, tout solo là. Et puis, comment ça n'a-t-il? Nalobaki na bino, parti na biso, comment nango UDP Tshisekedi. Président Nabiso a empêché. Haute autorité politique de référence a empêché. Mais comment nous on va décider comme ça
sans que tout le monde. Donc, il y a des constitutions. Il y a un moment où c'est prévoir déjà que l'école va la réviser. Très bien. C'est déjà prévu. Il faut même aller très loin. Changer. Très loin. Pour décider vraiment dans UDPS. Dans un organe. N'a pas structure à partir. Dans l'objet péboui. Haute autorité de référence, il y a parti béton, ou pas ton mono. Président, il y a parti qui est empêché. Il faut ton tour naïe. Il faut concertation de Sowana. Si ma salama, Nesiko Tobinisi, position, il y a une place. Oyo Boyoka Kiwana est la position. Il y a une moko, comme le député national, comme tout la nature. Ben voilà, Maître Michel Okongolomena, vous êtes l'invité de ce rétro hebdo de la semaine. Vous avez suivi pratiquement l'actualité qui est en train de dominer la République démocratique du Congo. Nous avons parlé du transport et surtout ici à Kinshasa. Et là, nous entrons dans le vif du sujet. C'est le débat sur la Constitution. L'UDPS a lancé le débat, il faut revoir la Constitution. Mais même en interne, il y a divergence d'idées. Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que c'est important maintenant d'ouvrir le débat sur la Constitution? Bon, je vais commencer d'abord par saluer le peuple congolais qui nous suit. Et s'agissant de l'actualité concernant les transports publics, je crois qu'il y a un problème. Le problème est récurrent. Si nous regardons un peu en arrière, nous verrons que même du temps de Mobutu, on a connu ce genre de problèmes. Mais les problèmes, il faut que nous puissions remonter les temps. Voilà. En le faisant, nous allons comprendre que nous avons été piégés dès le départ. Quand j'ai dit nous, c'est la République démocratique du Congo. Très bien. Dès notre indépendance, nous avons été piégés. C'était fait sciemment. On nous met des bâtons dans les roues afin que nous ne puissions pas avancer. Et moi, je pense que à la tête du ministère des Transports, nous avons un chevronné de la politique. Est-ce que ces chevronnés de la politique, en la personne de Jean-Pierre Bemba, a-t-il des moyens nécessaires pour faire face à ces sérieux problèmes? Comme je l'ai dit au départ, les problèmes du transport est récurrent. Alors, je crois qu'il s'agit d'un problème de moyens, la volonté y est, mais nous devons tous mettre la main dans la pâte. Je vois que les secteurs privés en matière de transport essaient de faire quelque chose pour pallier à cette insuffisance. N'oublions surtout pas que Kinshasa, c'est une grande agglomération. De plus de 15 millions d'habitants. 15 millions, un peu plus. Donc, il faut que les problèmes soient pris à bras le corps. Il faut aussi associer les secteurs privés, donc les initiatives privées. Voilà mon analyse. Je voulais un peu revenir sur le problème de la Constitution, parce que c'est un débat, j'imagine maintenant, qui va peut-être diviser la classe politique, même au niveau de l'Union sacrée, au niveau de l'opposition. Est-ce que maintenant, ce débat est important, maintenant, là, où la priorité, c'est encore le quotidien des Congolais? Bon, il est triste de constater que ce débat revient d'un régime à un autre. Et pour ma part, je souhaite qu'on attend d'abord la fin des débats qui se développent d'un côté comme d'un autre. Nous ne pouvons pas mettre la charrue devant le bœuf et commencer à trancher. Observons d'abord comment les gens s'expriment, les peuples, les dirigeants, et en ce moment-là, on aura assez d'éléments pour pouvoir s'exprimer. Le débat est vif, les gens sont motivés, ils s'expriment, mais attendons d'abord que ce débat se développe jusqu'à un certain moment, on saura donner un avis assez clair. Je crois que c'est plus sage. Ouais. La semaine a été marquée au niveau du ministère de l'Éducation par cette grande réunion entre le ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, et le ministre de la fonction publique, Liao, sans oublier le ministre du budget, des finances, qui ont échangé
sur les probabilités en ce qui concerne les avancées des enseignants. Il y a une commission de suivi qui a été mise en place pour permettre à cette commission de bien vérifier dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo l'effectivité des cours. Dans cette commission, il y a aussi des syndicats de ce secteur. Suivez. La salle des conférences du ministère de la fonction publique, modernisation et innovation à Kinshasa a servi de cadre le lundi 14 octobre à la signature de l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords de Bibois entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants, en présence des délégués de l'intersyndical des enseignants du SINECA, du SIECO, SINIECO et SINIP, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao de la fonction publique, la ministre d'État, ministre de l'Éduc NC Raissa Malou, accompagné du vice-ministre Keza Madrou, du ministre d'État et du ministre du Budget Aimé Mboji Sangara, et le vice-ministre des Finances Onejense Lemimpa ont apposé leur signature sur le document. Les membres du gouvernement ont chacun insisté, chacun de son mot de circonstance, sur l'impérieuse nécessité du nettoyage du fichier des enseignants. Cet assainissement permettra de lutter contre la fraude, d'élaguer les fictifs pour dégager des marges budgétaires qui seront affectées à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. La ministre d'État, Raissa Malou, a dans son intervention dit sa gratitude et sa disponibilité pour cette nouvelle collaboration. Revenons sur l'option d'assainir le fichier pour une amélioration significative des conditions des enseignants. Le VPM Jean-Pierre Liao a dans le mot introductif souligné l'importance de l'arrêté ministériel qui cadre avec le dialogue permanent caractérisant l'action du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Souminois, suivant le cap fixé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Face aux difficultés, les divergences, il n'y a que le dialogue pour aplanir les choses et surtout tracer les voies ensemble pour avancer, a-t-il dit aux délégués syndicaux. Il a rappelé que la création de cette commission permanente fait partie des accords signés à Bibois afin de procéder à des évaluations périodiques de l'exécution des engagements pris à propos de l'assainissement du fichier. Restons toujours à Kinshasa où cette fois-ci le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu une grande délégation de la Banque mondiale pour échanger sur tout ce qui est finance et tout ce qui est projet entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. Suivez. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerd. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Thank you so very much. We just had a very... Nous avons eu une réunion très productive, très fructueuse avec le chef de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que joue le secteur de l'agriculture, des infrastructures, mais également du secteur de l'éducation. Nous avons également parlé, noté ou présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournit le gouvernement et son chef pour s'assurer que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience à la population qui souffre à l'est. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer les climats d'affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RDC un partenaire de grande taille. Ministère de la Communication, à présent, après sa visite à Genève, où il est allé déposer une plainte pour essayer de rebooster le dossier sur les crimes ici en République démocratique du Congo. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a été reçu par le ministre de la Communication lors d'un point de presse où ils ont échangé avec des journalistes pour expliquer la position de la République démocratique du Congo qui reste ferme. Les criminels doivent être jugés comme le stipule la loi.
Au menu des échanges avec la presse, comment faire du portefeuille de l'État l'épine dorsale de l'économie congolaise. Dans son mot d'introduction, le patron du portefeuille a d'abord fait un diagnostic du portefeuille de l'État. Dans quel état se trouvent ces entreprises? Quelle thérapie proposer? Quel profil pour les mandataires de l'État? Et enfin, la disparité dans les rémunérations des mandataires de l'État. Jean-Lucien Boussa d'abord définit le ministère du portefeuille comme étant celui qui gère certaines entreprises de l'économie détenues par l'État, donc où l'État est actionnaire. On y distingue les entreprises publiques où l'État est actionnaire majoritaire et des entreprises à économie mixte où l'État est partenaire avec un ou plusieurs actionnaires. Le ministère du portefeuille gère aussi les participations directes, il gère également les concessions. Autre contrat, les investissements stratégiques ne sont pas à la place qu'il faut. Très peu d'investissements stratégiques sont liés au corps du métier de taux d'exploitation de ces entreprises. Une lumière à côté de ce tableau sombre. On note en même temps que le patrimoine de ces entreprises est immense. Au-delà de ces difficultés, ce potentiel peut être exploré et exploité. Il suffit que la gouvernance soit améliorée, que la gestion axée sur le résultat soit mise en place et que les investissements stratégiques soient menés. Face à ces difficultés, le patron du portefeuille a pris des mesures drastiques pour renverser la tendance. Voilà, vous venez de suivre, il y a eu cette grande réunion entre le ministère de l'Éducation, le ministère du Budget, Finances, Fonction publique, pour essayer d'harmoniser en vue de trouver rapidement des pistes de solutions afin de rebooster la situation des enseignants où il y a déjà eu des avancées assez positives et il y a aussi, je m'excuse d'abord parce que j'ai annoncé le dossier du vice-ministre de la Justice au niveau, avec un point de presse, là c'était plutôt le ministre Jean-Lucien Boussa. Mais je veux rester sur le sujet du vice-ministre de la Justice qui est allé à Genève rebooster la plainte de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez foi en cette justice? Je sais que dans votre passé, vous avez travaillé dans les institutions au niveau de Genève, vous étiez avocat, vous connaissez les rouages, comment ça se passe. C'est peut-être une chance pour nous d'avoir un expert. Est-ce que la République démocratique du Congo a encore des chances de voir son dossier bien évoluer? Merci pour la question. Je crois que tout dépend de l'énergie, de la technicité que ceux qui sont chargés, ceux qui ont en charge ce dossier vont y mettre. Parce que vous savez, les dossiers juridiques ont beaucoup d'approches. Vous avez un cas qui se présente contre un autre. Alors lorsque nous avons besoin de l'arbitrage, on veut faire intervenir les droits. Parce qu'il y a eu beaucoup de crimes pendant plus de 30 ans. Oui, mais vous savez, nous-mêmes, on n'a pas été constant. On n'a pas été poignant. Regardez, j'ai toujours dit, les Rwandais, c'est vrai, il y a eu des tueries en 1900, je crois que c'était... À l'entrée de la Fiel. Non, d'abord, chez eux, là-bas. Chez eux. Ouais, le conflit Hutu et Tutsi. Voilà, les conflits Hutu et Tutsi. Mais regardez, au bout d'un certain temps, ils se sont arrangés pour avoir un mémorial. Je ne sais pas comment ils ont composé tout ce qui s'y trouve. Mais nous, on a perdu beaucoup de compatriotes, voire même des étrangers qui avaient élu domicile dans notre pays. Mais on n'a pas songé à ériger un mémorial de façon que lorsque un étranger vient, pour la mémoire collective, que les gens sentent qu'ici, il y a eu les vrais génocides. C'est chez nous, il y a eu... Je m'excuse, mais ils ont fait ce mémorial après le génocide. Ça veut dire, quand il y a eu la paix, entre guillemets, au niveau du Rwanda, ils ont repensé. Mais nous sommes encore agressés. Est-ce que faut-il le faire pendant cette agression ou attendre la fin de la guerre? Non, il faut le faire déjà. C'est vrai, on est dans une situation de guerre, une situation voulue. Nous avons perdu notre souveraineté qui est confisquée par les multinationales et les grandes puissances. Parce que souvenez-vous, lorsque nous avons accédé à l'indépendance en 1960, à peu près
déjà le 14 septembre de la même année, l'accrochage a commencé. Mais derrière cet accrochage entre le président Kasavubu d'alors et Lumumba, à l'époque, derrière l'idée, il y avait des gens qui attisaient le feu. Et nous avions eu ce que vous connaissez, c'est parti de là. Et mais d'autres historiens, même, il y a une nouvelle génération qui dit, pourquoi vous les politiques, vous n'avez pas tiré les leçons de ces conflits-là pour éviter que nous puissions s'attarder sur cette léthargie politique qui aujourd'hui laisse la République dans une situation chaotique. Parce que de 60 jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées, on ne peut pas rester dans ce schéma sans pour autant tirer les conséquences. Vous, surtout de la nouvelle génération, je veux dire après les Lumumba et les Kasavubu. Mais je crois que je serais tenté de dire, je l'ai toujours dit, qu'il est temps de refonder l'État, de refonder la nation. Parce que nous ne pouvons pas marcher sur les cendres de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas continuer à marcher tout en respectant les pièges que l'Occident, je parle des blocs occidentaux. Donc, vous voyez, à chaque étape, c'est le même cliché. Du temps, je me limite seulement à prendre les choses à partir du temps de Mobutu. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, à cette époque-là aussi, ça se passait de la même manière. Transport, finance, tout ça. Et aujourd'hui, je vois même il y a des tractations avec, ça a toujours continué, avec les institutions de Bretton Woods. C'est le pire partenaire, entre guillemets, que nous puissions comprendre, avoir. Donc, les institutions de Bretton Woods, faites allusion à la Banque mondiale, FMI. J'ai vu les chefs d'État qui a échangé avec eux. Est-ce qu'on peut s'affranchir de ces messieurs-là? Il faut tout faire pour s'affranchir de ces institutions. Parce que ces institutions appartiennent au bloc occidental. Mais lorsqu'ils viennent chez nous, ils viennent avec d'autres idées. C'est piller le Congo, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le Congo a toujours été une vache à lait depuis l'indépendance et ça a continué jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut la refondation de l'État, de la nation. Ça veut dire, nous devons nous asseoir, réfléchir, tirer les leçons du passé. On va s'asseoir combien de fois? Oui, mais... Parce que vous-même, personnellement, vous avez participé à plusieurs colloques sur la République démocratique du Congo, vous étiez à Sun City, mais les choses ne bougent pas, les choses sont statiques, les politiques, on ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de faire comme d'autres pays africains, en Afrique de l'Ouest par exemple, qui essaient de s'affranchir, couper le Rubicon avec la France, ils s'assument, ils le disent, ils ont les possibilités, nous avons les possibilités en République démocratique du Congo. Même si le contexte politique des pays de l'Afrique de l'Ouest est un peu différent avec le nôtre ici en République démocratique du Congo, mais nous sommes des Africains, nous sommes du en Afrique, nous avons les potentialités que vous connaissez. Est-ce que c'est un problème de courage ou un problème de décision politique dans l'ensemble? Moi, je crois qu'il faut revisiter l'histoire. En le faisant, nous allons comprendre tout ce que vous dites là. Mais nous devons, quand je dis nous, tous les Congolais ensemble, avoir le courage de dire non. Parce que nous sommes manipulés par l'Occident, donc les blocs occidentaux. Nous sommes manipulés dès le départ. Je suis même tenté de dire que Lumumba avait eu raison de chercher à faire un virage vers les pays communistes. Les communistes et socialistes. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité parce qu'il y a les BRICS, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud. Nous avons l'opportunité. Oui, il y a un aspect politique auquel il faudra en tenir compte parce qu'on n'échange pas des camps comme ça. Mais il faut prendre le courage de pouvoir le faire un jour. Mais pour pouvoir le faire, il faut passer, parce que je dis, la refondation de l'État. Ça implique une discussion. Ça implique que les politiques se mettent ensemble, du courage également. Si on ne le faisait pas, nous allons continuer de jouer les jeux du bloc occidental. Aujourd'hui, on a perdu des millions de compatriotes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lorsque le numéro 1 du bloc occidental s'est levé et a assigné à ces services, il y en a eu 16 services spéciaux américains, y compris la CIA, la DIA, tout le monde, voilà.
Il les a assignés une mission de chercher à mettre en place une politique, une stratégie de pouvoir affaiblir le Congo afin de les piller. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. La suite, c'est quoi? Ils ont mis un certain pays à contribution et c'est ce qui a créé la guerre. Nos voisins qui nous agressent. Non seulement nos voisins, je parle du bloc occidental. Donc, la France, la Grande-Bretagne aussi. Oui, vous comprenez, le bloc occidental a commencé par les États-Unis. Alors, ce qui a fait qu'aujourd'hui, même lorsque nous nous mettons à discuter avec ces pays-là qui nous agressent, il y a toujours une main qui s'impose voulant parce que la continuité des massacres, des pillages puisse continuer chez nous. Donc, les Congolais doivent chercher à se mettre ensemble. Ils ne doivent pas céder à la sollicitation de ces groupes blocs occidentaux. Parce que si on le fait, qu'est-ce qui se passe? On cherche à nous diviser les uns les autres. Nous avions eu combien de rébellions? Ça ne venait pas de notre peuple. Nous sommes un peuple pacifique. Vous avez raison d'évoquer des problèmes de règlement. Nous sommes assez matures maintenant pour comprendre que nous devons être unis. C'est peut-être le moment où jamais nous, les Congolais, devons être soudés pour faire face à l'agression d'abord des pays occidentaux dont j'ai fait allusion, et puis aussi de nos voisins belliqueux. Donc, en principe, avec le temps de 60 jusqu'à maintenant, nous devrions avoir une classe politique assez mature. Oui, Mario. Je vous donne un exemple. En Afrique du Sud, lors des négociations. Non, on a eu les dialogues. Le dialogue de Sun City. Il y a eu des concessions importantes qui avaient été faites du temps du Kabila. Nous avions accepté de s'asseoir avec tout le monde. Nous sommes même allés à 1+4. C'est une formule qui n'a jamais été appliquée nulle part au monde. Nous avons accepté. Tout cela, c'était pour avoir la paix. Et cette paix-là, nous devons la consolider. C'est à partir de là que nous devions chercher à rétablir. À asseoir la démocratie. La démocratie et à recouvrer notre souveraineté. Je crois qu'il y avait quand même la volonté de part et d'autre, mais les blocs occidentaux s'en est mêlé et nous connaissons la suite. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore besoin de la rébellion? Je ne pense pas. Nous devons plutôt nous exprimer démocratiquement. Parce que lorsqu'on a un responsable à la tête du pays, mais ça ne veut pas dire qu'il est le maître absolu. C'est-à-dire qu'il faut discuter, il faut négocier. Là où ça ne va pas, il faut chercher à faire valoir ses idées, les idées novatrices, les idées démocratiques. Ça, c'est ce qui vient à manquer chez nous. Donc, nous devons avoir cela en esprit. Qu'une équipe, c'est comme dans une équipe. Le Congo, c'est vraiment une équipe où vous trouvez les médecins, les enseignants, tout ce monde et les politiques. La main d'œuvre abondante. Voilà. Donc, lorsque nous devons poser des actions, nous devons nous mettre en tête que ces actions sont collectives. Voilà. Mais c'est ça, les réflexes que nous avons perdus. Mario, si aujourd'hui vous êtes ministre, par exemple, le ministre dans tel ou tel domaine, les gens voudront que vous soyez partout au même moment. C'est impossible. C'est impossible. Nous avions eu, peut-être nous allons en parler, nous avions eu hier une grande pluie, mais il y a la cause ou les causes et les effets. Les causes, même si aujourd'hui nous devons nous en prendre au gouvernement parce que c'est lui qui est gestionnaire de la ville. Quand je parle du gouvernement, gestionnaire du pays, en fait. Voilà, le gouvernement. Mais maintenant, certaines catégories de nos compatriotes aimeraient que ce soit les ministres qui viennent balayer devant sa porte. Donc c'est une question de... Moi je considère que c'est une question de responsabilité collective. Partagée en fait, collective. Voilà. Donc c'est là, je dois le transplanter, cet élément que je viens de... L'exemple que je viens de prendre là, on doit le transplanter dans tout le domaine de la vie active. Merci beaucoup. La semaine a été marquée par cette plainte
quelques groupes de collectifs des journalistes qui sont allés au niveau de l'UNPC où ils sont portés plainte contre M. Loussa Kweno, directeur général de la radio Top Congo, concernant l'arrestation d'un des confrères locaux. Je vous laisse suivre Yves Bouya. Donc ici, on sort d'un entretien avec les responsables de l'UNPC. Ici, je cite le secrétaire général également, le premier vice-président Cyril Kileba, avec qui nous avions échangé autour de notre plainte contre M. Richard Loussa Kweno qui a fait arrêter les confrères Patrick Lokala. Voilà plus de 5 jours qui est aux arrêts. Nous avons eu des discussions très constructives allant du sens pour obtenir la libération de notre confrère Patrick Lokala. L'Union a dit qu'elle s'active et qu'elle est dans des démarches et que dans les jours qui suivent, nous serons informés de ces démarches qu'elle est en train de mener via ses responsables et que nous avions également, à notre part, nous avions dit à l'Union que nous aussi, au même titre qu'elle, nous sommes très déterminés pour la libération de Patrick Lokala et que notre plainte, c'était une plainte qui aussi exige notamment plus d'engagement pour l'Union pour obtenir la libération de notre confrère Patrick Lokala. Les collectifs de journalistes qui se battent pour la liberté de la presse, qui s'opposent notamment à l'arrestation de Patrick Lokala. Nous voulons à ce que les commissions, notamment la commission de discipline qui sera mise en place dans les jours qui suivent d'après M. Cyril Kileba, puisse bel et bien statuer sur notre plainte pour que cette plainte soit aussi pédagogique et aussi dissuasive et que dans les jours à venir, aucun journaliste puisse aussi s'offrir cette opportunité de traduire un confrère par devant les juridictions des droits communs. L'Union nous a donné toutes les garanties d'y travailler concernant le cas particulier. Voilà, le nouveau comité de l'Union nationale de la presse du Congo a du pain sur la planche. Il y a déjà un dossier où il faut s'atteler pour essayer d'apporter la calmie au sein de la corporation. Nous avons besoin de la discipline et de paix. Au niveau du ministère des Finances, le ministre Doudou Fwamba a eu une annonce où il était question d'apporter la facture sur la normalisation de plusieurs dossiers. Sur cet élément de Jules Bouléoui. Après le mot d'accueil du directeur général de la Direction générale des impôts, prenant la parole, le ministre des Finances a premièrement rendu hommage au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui porte la digitalisation comme axe prioritaire de ses engagements. Dans son discours, l'Argentin national a souligné que la réforme de la facturation normalisée est devenue une nécessité pour notre nation. Elle représente un instrument fondamental pour donner à l'État des moyens de financer ses politiques publiques dans divers domaines essentiels. Elle marque également un tournant dans la matérialisation de notre administration fiscale et la transparence des opérations économiques dans notre pays. Il a ensuite invité les structures fêtières à assumer pleinement leurs responsabilités en ces moments décisifs. Elles doivent œuvrer aux côtés de la DGI pour préparer les entreprises à cette transformation digitale et il est impératif que la DGI mette en place tous les moyens nécessaires pour renforcer et soutenir ces structures dans cette mission. Il en va de la réussite de cette réforme, mais aussi de l'accompagnement des entreprises dans leur conformité fiscale. La réforme de la facture normalisée est devenue une nécessité pour notre nation. Elle représente un instrument fondamental pour donner à l'État des moyens de financer ses politiques publiques dans divers domaines essentiels. Elle marque également un tournant dans la modernisation de notre administration fiscale et dans la transparence des opérations économiques dans notre pays. Mon ministère se tient à l'avant-garde de ces projets, des réformes qui est d'envergure, avec pour mission de veiller à ce que la mise en œuvre soit progressive et efficace, avant toute chose, mais également avec la participation du secteur privé. Cette réforme est une opportunité pour le pays d'avoir le pouvoir de transformer le système fiscal, d'en faire un pilier du développement et de la compétitivité au niveau de la région, a conclu le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libota. La semaine a été aussi marquée par cette rentrée judiciaire au niveau de la Cour de cassation.
C'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Conformément à la loi et suivant les us et coutumes judiciaires, la Cour de cassation a effectué ce mardi sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'état de droit l'un des piliers de sa gouvernance, a marqué de sa présence cette cérémonie en sa qualité de magistrat suprême. Premier temps fort de cette cérémonie, le discours du bâtonnier national. Le premier d'entre les avocats du barreau a fait un plaidoyer sur les conditions sociales de ceux qui défendent jour et nuit les droits des autres. Permettez-moi de rappeler que la fonction de magistrat et la fonction d'avocat sont deux professions complémentaires qui concourent à la bonne administration de la justice. Mais ces deux professions ne constituent pas le même métier et ne s'exercent pas avec le même esprit. C'est l'ensemble de tout ce qui précède. Et pour toutes ces considérations et raisons, je plaide pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession dans notre pays, mais aussi pour la réussite des travaux de votre cours. Je dis et je vous remercie. Dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation a développé la problématique de la présomption d'innocence. Pour lui, ce principe concerne tout justiciable, y compris les hauts magistrats. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant: la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. L'état de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un État de droit, et ce pour un procès juste et équitable. Quant au premier président de la Cour de cassation, M. Ndomba Kabeya Eli Léon, il a orienté son discours sur le travail des greffiers. Il a attiré l'attention du public sur tous les maillons qui forment la chaîne de l'appareil judiciaire. Voilà, au niveau de la justice, il y a eu rentrée judiciaire. Voilà, il y a aussi ce débat entre l'actuel ministre de la Justice, Tonson Mutambaye, les magistrats. Jusqu'à présent, il y a beaucoup d'incompréhension. Est-ce que c'est une façon de nettoyer cette justice? Parce que le ministre est tout le temps contredit. Y a-t-il pas moyen de remettre les choses en ordre dans ce secteur qui, ma foi, cause beaucoup de tort aux populations aussi? Moi, je pense que les corps judiciaires ou juridiques, donc les professionnels des droits dans l'ensemble, doivent se soutenir mutuellement, parler le même langage, parce qu'il y a des défis à relever du côté de la justice. Donc je pense qu'il nous faut une bonne attente. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que... Vous êtes un homme de droit aussi. Oui, je l'ai dit, mais je ne peux pas me mettre à chercher à disséquer qui a raison, qui a tort. Vous êtes au milieu du village. J'appelle à l'unité. C'est-à-dire, le corps judiciaire a toujours été uni partout au monde. Vous imaginez, on a toujours dit que la justice élève une nation. C'est vrai, je le concède. Mais lorsque cette justice n'est pas unie, vous voyez, et la justice, le corps judiciaire, étale ces problèmes internes devant tout le monde, ce n'est pas une bonne image, ni pour notre pays, ni pour d'autres nations qui nous regardent. Donc je crois que ça c'est à éviter. J'en appelle à la compréhension, à l'unité pour notre justice. Parce que lorsque vous avez les corps judiciaires qui se chamaillent, ça pose un problème sérieux. Vous dites, on doit dire que la loi soit dite, au fait. Oui, mais ça, c'est le plan pratique. Mais si le plan moral. Le respect des textes aussi. Si le plan moral, d'abord, les corps judiciaires présentent quel visage? Ça, c'est important. Il faut dissocier les pouvoirs de la justice.
Vous avez les ministres qui est un homme d'État, fort heureusement, sans justice, c'est pratiquant les droits, mais aussi ses collègues, ses collaborateurs. Donc ça, c'est un problème sérieux. Si on n'y prenait pas soin, ça risque de mettre le pays à la dérive. Et je le dis toujours, nous devons faire un effort pour maintenir, sauvegarder nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est quoi? C'est la liberté, la paix, la justice, la solidarité, la fraternité, l'unité, la démocratie politique, économique et sociale, mais aussi culturelle. Lorsqu'on a perdu ces repères-là, c'est très dangereux. Nous sommes dans le cas. Nous tournons pratiquement vers la fin, mais avant de terminer, la semaine a été marquée par cette audience des syndicalistes de la société SNCC Chemin de fer, mais cette fois-ci la branche de Lubumbashi, qui sont arrivés à Kinshasa pour essayer de changer avec le VPM au niveau du ministère des Transports pour voir dans quelle mesure il faut préparer la retraite de plusieurs agents de cette société qui doivent déjà partir à la retraite. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience le jeudi 17 octobre 2024 à Kinshasa la délégation syndicale et la direction des ressources humaines de la SNCC Lubumbashi. Le problème du financement pour le départ des personnes ayant atteint l'âge de la retraite était au menu de leurs échanges. La SNCC rencontre dans la gestion des agents ayant déjà atteint l'âge de la retraite, mais que nous ne savons pas sortir faute de financement. Alors nous sommes venus, premièrement, lui demander, ce qu'étant membre du gouvernement, vice-premier ministre, son implication dans la recherche de financement que le gouvernement peut faire. Et en plus de cela, dans les médias, nous avons des comptes qui sont cantonnés dans différentes banques commerciales, pratiquement 6, qui sont cantonnés, et malgré l'arrêté ministériel qui a interdit les saisies, et même les saisies des biens et patrimoine des entreprises du portefeuille, nous n'avons toujours pas l'effectivité pour accéder à ces fonds qui sont cantonnés. Et deuxièmement, nous avons un fonds qui sont des fonds plutôt qui sont logés chez Afriland Bank. C'est une banque qui n'est pas cantonnée, mais qui est mise sous gestion de la Banque centrale. Mais nous ne comprenons pas, parce que c'est le fruit des cheminots, qui sont même les pensionnables là, mais nous ne savons pas accéder à ce fonds, voilà plus même de 5 ans. Nous ne savons pas accéder à ce fonds-là. Or, ces fonds, pour nous, ceux qui sont logés chez Afriland et même dans les comptes cantonnés, nous permettront de faire face et d'exécuter la prise en charge de nos pensionnés de l'année 2014 qui sont au nombre de 160. Nous n'allons pas boucler cette grande édition Rétro Hebdo sans pour autant parler de cette grande pluie diluvienne qui s'est abattue le dimanche ici dans la ville province de Kinshasa où la ville était pratiquement inondée. Je voulais découvrir ces images et puis nous allons revenir pour des annoncer. Suivez. Plusieurs grandes artères ont été submergées d'eau de pluie. Une pluie qui a commencé très tôt et qui a paralysé une grande partie de la ville de Kinshasa. De Kassavu, Bongolo, Matonge, Triomphal, Lemba et autres parties de Kinshasa, le spectacle était le même. Des torrents d'eau qui ont tout balayé à leur passage. Ou dans les communes, selon les informations, à Bumbu, une personne serait tombée dans un caniveau et est introuvable. Circuler était très compliqué ce matin à certains endroits. L'eau a percé les câbles de la SNEL, les câbles dénudés. Le spectacle est effrayant et spectaculaire comme vous le voyez sur ces images. Kinshasa se meurt, diront certaines personnes, mais le slogan de l'hôtel de ville est Kinshasa Eza Kobonga. Quel contraste avec la réalité qui nous reflète l'hôtel de ville.
qui est appelé à faire diligence et aussi à l'assainissement des caniveaux. Casser les maisons qui ont été construites sur les grands canaux. Faire une pédagogie au quotidien auprès des populations afin d'avoir une ville assez propre. Chacun ici a sa part de responsabilité et les populations aussi. Que les autorités de la ville province de Kinshasa, où il y a plus de 15 millions d'habitants, trouvent des mécanismes rapides pour éviter ce genre de spectacle. Ici, les images montrent comment la ville de Kinshasa est submergée. Nous ne sommes qu'au mois d'octobre. Qu'adviendra-t-il au mois de décembre où les pluies sont vraiment régulières? Kinshasa, la belle se meurt. Voilà, rapidement, avant de mettre un terme à Maître Michel, je vous avais regardé ces images avec un regard triste, beaucoup d'hésitation, beaucoup de regrets. C'est votre ville. Là, je m'adresse au Kinois que vous êtes. C'est une catastrophe. J'ai les cœurs déchirés. À chaque pluie, nous avons des pertes en vie humaine. Sans parler en termes de maisons, les dégâts matériels. Mais ces morts s'ajoutent aux victimes de la guerre. Donc, je compatis auprès de chaque famille, mais en même temps, je présente toutes mes condoléances à ces familles de disparus. Donc, voilà encore une fois ces images douloureuses que nous venons de voir me poussent à revenir, à appuyer fortement sur la question des responsabilités collectives. Parce que dans une nation, nous devons nous mettre ensemble, nous devons protéger notre pays. Il y a des responsabilités du côté du pouvoir parce que l'urbanisme a laissé les gens construire dans des zones à risquer. Mais aussi, si nous avons joué des canaux qui sont bouchés, c'est aussi parce que nous n'avons pas une discipline. Donc chacun doit assumer ses responsabilités. Mais encore une fois, l'État, qui est le garant de la politique qu'il est en train de mener, l'urbanisation de la gestion de la ville, doit prendre aussi, doit être engagé dans ce genre de choses et trouver des solutions très rapidement. Je me réjouis parce qu'en venant ici, j'ai vu quand même des cantonniers en train de travailler. C'est bon aussi. Mais il faut que ça continue et aussi, surtout, le peuple congolais n'a pas une éducation civique. Ce secteur-là est très important de le rappeler. Le secteur est défaillant. Il y a tout un ministère qui s'occupe de ça, tout un ministère sur l'éducation civique, nous attendons. Il est défaillant ce ministère-là parce qu'il faut commencer par là. Que chacun puisse savoir comment se comporter dans la société, dans la ville, dans l'ensemble. Donc, voilà encore une fois. Rapidement, si vous arrivez à la fin. Oui, j'ai dit que nous sommes en guerre, ça on ne doit pas l'oublier. Nous devons toujours avoir une pensée pour les restes qui sont coupés, les restes des pays à cause de ce qui se passe de la guerre. Donc, je voulais m'arrêter là. Je pense que à la prochaine pluie, il faudrait plus qu'on ait dénombré des cas de décès, des dégâts matériels aussi importants comme cette fois-ci. Voilà. Merci beaucoup, Maître Michel Okongolomena. Je rappelle, vous êtes au président du parti politique Unité des Valeurs, un grand parti politique ici en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de l'actualité qui a dominé la semaine. Il y a eu de l'actualité assez positive, il y a eu aussi des moments assez compliqués pour la République démocratique du Congo. Nous espérons que la semaine qui commence, beaucoup de choses vont s'améliorer et que les décideurs vont prendre les choses à bras-le-corps pour permettre aux Congolais de vivre mieux et décemment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Mario. Merci à toute la grande équipe technique, Soule Mboyo, Mike Kamwaka, merci à toi Samson Ilunga. La rediffusion, c'est le lundi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé-vérité. Allez, je vous dis bye bye.